le plan de financement. Alors d'abord, au niveau de la présentation, il y a 4 parties, la trésorerie initiale, le total des ressources, le total des emplois et la trésorerie finale tout simplement. Alors parmi les ressources, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez retrouver parmi les ressources du tableau de financement, du plan comptable, qui est le modèle qui est appliqué souvent dans la réalité. Alors d'abord, la CAF, les éventuelles cessions d'IMO, les augmentations de capital en numéraire, les subventions reçues, des apports en compte courant, la souscription à des emprunts, vous voyez, je vous mets numéro 1, numéro 2, etc. Attention, là en revanche, dans le cadre d'un examen, et d'ailleurs dans la réalité, soyez précis, ça ce n'est qu'un modèle. Après, il faut l'adapter. Par exemple, s'il y a 3 emprunts, vous mettez 3 lignes séparées avec les 3 emprunts. Pourquoi? Parce que là, on va mettre à quel moment les emprunts sont souscrits. C'est pas forcément tous la première année. Enfin, vous voyez, hein, c'est tout simplement. Voilà. Ça me donne. On va reprendre quelques détails, bien sûr, après. Après le total des emplois, vous voyez que vous allez retrouver les emplois du tableau de financement du plan comptable, à savoir les éventuels dividendes versés. Les investissements, justement. Alors, les investissements, là, je mets qu'une ligne, mais vous, faites pas comme ça. Investissement, la nature des investissements, les incorporels, les corporels lesquels, dont vous pouvez avoir 4 ou 5 lignes, bien sûr, hein. D'accord? Le remboursement du capital des emprunts anciens, le remboursement du capital des emprunts nouveaux, le remboursement des comptes courants et la variation du BFR. Ça me fait le total des emplois, et donc, j'ai donc la trésorerie finale. Encore une fois, ça, ce n'est qu'un modèle. Bien sûr, vous adapterez ce modèle au cas qui vous intéresse, d'accord? Mais vous pouvez regarder, hein, c'est d'une logique implacable. Regardez, c'est tout simple. Regardez, j'ai la trésorerie le 1er janvier, d'accord? Quelles sont les ressources en termes de trésorerie que je devrais avoir dans l'année? Quelles sont les sorties de trésorerie que je devrais avoir dans l'année? Égale la trésorerie que je devrais avoir à la fin de la première année, qui devient la trésorerie que j'aurai au début de la deuxième. Je veux dire, c'est d'une simplicité enfantine. Il n'y a pas de complexité, c'est pas ça qui est compliqué. Alors, maintenant, je vous ai mis quelques petits renvois, parce que, bien que ce soit simple en théorie, dans le cadre des examens, et quelquefois dans la réalité, il faut quand même préciser un certain nombre de choses. Parmi ces choses qu'il y a à préciser, c'est d'abord, déjà pour commencer, vous imaginez la première cellule qu'on doit remplir, c'est-à-dire la trésorerie initiale. Alors la trésorerie initiale, j'écris, hein, par convention, et sauf avis contraire de l'énoncé, on va mettre à l'intérieur de ce qu'on appelle la trésorerie initiale quoi? Bien sûr, la trésorerie active du bilan, c'est-à-dire les disponibilités de l'actif, la banque, la caisse que vous avez peut-être à l'actif, bien sûr, vous le comprenez, vous, moins les découverts bancaires, c'est-à-dire moins les concours bancaires et soldes créditeurs de banque, qui, je vous le rappelle, dans un bilan, sont intégrés avec le montant des emprunts. Dans un vrai bilan, il y a d'ailleurs un renvoi qui vous dit, sur la ligne emprunt, tant que vous voyez dans le bilan, puis en bas, il y a un renvoi qui vous dit dont tant de concours bancaires. C'est du découvert. Donc comme c'est du découvert, ça veut dire que c'est du court terme, vous me suivez, donc c'est à retirer du montant de ce qu'il y a sur les comptes en banque, entre guillemets, positifs, autrement dit à l'actif, et la caisse. On est d'accord? Alors, par convention, également, sauf avis contraire de l'énoncé, et par principe de prudence, moi je justifie ma façon de faire, je n'intègre pas, comme le font certains auteurs, dans la trésorerie active, je n'intègre pas les VMP, les valeurs mobilières de placement. D'accord? Ce n'est pas stupide, bien sûr, d'en tenir compte, mais pour ça, il faut quand même émettre un certain nombre d'hypothèses. C'est que l'évaluation qui apparaît dans le document que vous avez, c'est-à-dire le bilan, soit exactement celle de la cotation ou la valeur du jour où vous faites le plan de financement, tout de même. On est bien d'accord, ce qui n'est pas si évident que ça. Okay. Et deuxièmement, moi je préfère, par principe de prudence, ne pas intégrer les VMP, d'accord, et on verra ce que ça donne ensuite. Si une des solutions pour équilibrer le plan de financement, c'est de dire, il manque par exemple, je ne sais pas, moi je vais vous dire 100 000 euros, et comme par hasard 100 000 euros, ça correspond au VMP que nous avons dans notre portefeuille, là, éventuellement, on peut les intégrer.
Mais moi, voilà. Maintenant, attention, vous avez des auteurs, mais aussi, ça dépend aussi de la façon dont l'énoncé est présenté, qui systématiquement intègrent dans la trésorerie initiale les VMP, dont acte. Moi, je ne le fais pas, par principe de prudence. Ça ne veut pas dire que par la suite, je ne les intègre pas dans mon raisonnement. D'accord ? OK. Alors, ça, c'était pour le renvoi à la trésorerie initiale. Après, je vous ai mis un renvoi petit b sur les apports en compte courant. Alors, j'espère que vous faites bien la différence à ce stade-là de vos études entre un apport en capital et un apport en compte courant. Alors, ce sont des choses très différentes, d'accord ? Je ne vais pas me substituer à un cours de droit des sociétés, mais tout de même. Lorsque vous faites un apport en capital, c'est-à-dire que vous participez par exemple à une augmentation de capital, alors on va faire une augmentation de capital en numéraire, on ne va pas rentrer dans les détails, des apports en industrie, des apports en nature, restons calmes, apport en numéraire. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous augmentez votre part d'actionnaire ou d'associé, ou vous devenez actionnaire ou associé de l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord que vous ne récupérerez, entre guillemets, l'argent que dans 2 cas de figure? Un qui est extrêmement rare, je ne vais pas en parler là, ça fait plus partie du droit des sociétés et plus partie de la technique comptable approfondie, qui serait l'amortissement d'une partie du capital. D'accord? Ok, on ne va pas vous embêter avec ça à ce stade-là, c'est pas l'objet. Mais ça existe. Et il y a une deuxième façon de récupérer le capital, c'est soit on vend, d'accord, enfin, soit on vend, j'allais dire, d'une façon volontaire, soit on vend d'une façon involontaire suite à une faillite. On est bien d'accord que si c'est le cas, suite à un dépôt de bilan, d'accord, je vous rappelle que, étant actionnaire, vous êtes par essence même le dernier ou les derniers à toucher quelque chose, si censé qu'il reste quelque chose après avoir payé en priorité les salariés, puis éventuellement, enfin alors après ça dépend de l'ordre, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais entre les banquiers et l'État. Après, s'il reste de l'argent, et rappelez-vous que dans la réalité, il n'en reste déjà plus en général, les fournisseurs, d'accord, et qui sont souvent lésés dans l'histoire, et en dernier, les actionnaires. Vous me suivez bien? Alors que, si vous... Et puis, donc, vous ne récupérez pas votre argent, sauf dans ce cas-là. Alors que quand vous mettez de l'argent en tant qu'actionnaire ou associé en compte courant, là, c'est différent. Parce que là, pourquoi c'est différent? Parce que, en fait, les apports que vous faites en compte courant peuvent vous être remboursés par l'entreprise et, par ailleurs, rémunérés par l'entreprise. Alors, vous le savez, puisque vous êtes brillant fiscaliste, bien connu, que la rémunération, évidemment, des apports en compte courant, on ne peut pas faire comme vous voudriez le faire immédiatement, petit malin que vous êtes. Je me rémunère en apport en compte courant à 25% d'intérêt au taux d'usure, sous prétexte que c'est mon argent et donc je fais ce que je veux. Ben non, ça doit être votre argent, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de vous rémunérer au-delà d'un certain montant qui est calculé fiscalement, d'accord, sinon c'est pas déductible, vous le savez, des impôts, etc., etc. Très bien. Évidemment, vous comprenez donc du coup que c'est donc très différent d'apporter de l'argent en compte courant par rapport à apporter de l'argent, des liquidités en capital. Bien sûr, vous comprenez l'intérêt dans certaines entreprises des apports en compte courant parce que ça peut être juste pour passer un mauvais cap, un mauvais moment. D'accord ? Ça arrive souvent, d'ailleurs, dans les petites et moyennes entreprises, ça arrive que les associés, plutôt associés dans les petites et moyennes entreprises, que les associés soient obligés, par exemple, de mettre un peu d'argent, enfin de l'argent en compte courant, par exemple, lorsque arrive vers le 15 avril, par exemple, le paiement des charges sociales salariales de tout le premier trimestre. D'accord ? Il se peut que sur le compte professionnel de l'entreprise, ce soit un peu juste, d'accord ? Et pour pas risquer une interdiction bancaire ou quelque chose de cet ordre, ou dépasser le découvert bancaire autorisé, à ce moment-là, les associés ou les actionnaires mettent de leur argent personnel à disposition de l'entreprise en compte courant pendant un certain temps. On est d'accord ? Bien sûr, par ailleurs, c'est plus facile, si vous voulez, de récupérer son argent en compte courant plutôt que, bien sûr, lorsque l'on est actionnaire. D'accord ? Donc, voilà. Là aussi, petite parenthèse, bon, ça ne change pas grand-chose à ce que je viens de dire, mais vous pouvez avoir des contrats dans l'entreprise qui prévoient
que les comptes courants peuvent être bloqués pendant 2 ans, 3 ans, ce genre de choses, hein, aussi, hein, d'accord. Vous avez des comptes courants traditionnels classiques, juste pour passer le mauvais cap, et l'entreprise vous rembourse après. Puis vous avez d'autres cas où ça peut être bloqué pendant plus longtemps, d'accord. Très bien. Ensuite, renvoi petit c, de quoi s'agit-il? Je vous mets ici le remboursement du capital. Alors j'ai mis 2 lignes, des emprunts anciens, des emprunts nouveaux. Alors là, vous voyez, je veux que vous sépariez, et ça je le veux, quand il y a plusieurs catégories d'emprunts à chaque fois, pour ne pas tout mélanger, et surtout dans le cadre d'un examen, que ce soit bien clair pour le correcteur, que vous ne fassiez pas pénaliser s'il y a plusieurs emprunts, que lui, si vous êtes trompé, qu'il compte tout faux, alors que si vous aviez détaillé, on se serait aperçu qu'il n'y a qu'un des 3 emprunts, par exemple, où vous auriez fait une erreur. Donc, autant détailler. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est important, c'est ce que j'ai écrit en gras. J'ai bien écrit remboursement du capital des emprunts anciens et remboursement du capital des emprunts nouveaux. J'ai écrit capital en gras. Je n'ai pas dit remboursement des annuités. Et pourquoi je n'ai pas dit, et surtout pas dit, et pas écrit, et pas pensé, et pas hurlé, annuité? Parce que la différence entre une annuité et un remboursement de capital sont les intérêts, et les intérêts, très bien, sont déjà calculés par définition et intégrés dans la CAF. D'accord? Si ici, je mets à la place de remboursement du capital, je mets remboursement des annuités, ça veut dire que je compte 2 fois les intérêts. Je lis dans les yeux de certains, oh, mais c'est facile à ce moment-là, il n'y a qu'à pas intégrer dans la CAF les intérêts, et comme ça, on met évidemment l'annuité ici. C'est un peu plus compliqué que ça, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'attention, hein, là, la CAF, c'est après impôt. Hein. D'accord, ok. Et j'ai toute une page où je vous explique, surtout pour ne pas faire ça, et dans tel cas, dans tel cas, et dans tel cas. D'accord? C'est techniquement possible dans certains cas, mais ils sont tellement restreints que je préfère que vous fassiez ce que je vous dis. D'accord? Alors après, ça c'est le remboursement du capital, remboursement des éventuels comptes courants, on est d'accord? Ok. Pour le remboursement du capital aussi, que ce soit les emprunts anciens ou nouveaux, ça veut donc dire qu'il faut savoir faire un tableau de remboursement d'un emprunt éventuellement. Hein. Qu'il soit indivis, obligataire, in fine relatif, amortissement constant, annuité constante, hein, quand même. Hein. D'accord? Et oui, parce que c'est pas la même chose. Hein. Alors c'est vrai que si c'est pas trop compliqué, on va vous dire in fine relatif, ça va. Mais sinon, on peut vous demander différentes formes. Après, vous avez le problème de la variation du BFR. Alors, la variation du BFR ici, c'est le même problème exactement que ce que nous avions vu pour le choix des investissements. Alors, comme on fait un investissement nouveau, parce qu'on est en train de travailler là-dessus en fait, hein, d'accord? Est-ce que, vous vous souvenez, cet investissement va entraîner ou non une potentielle augmentation du besoin en fonds de roulement? Rappelez-vous, j'achète plus, je vends plus, donc j'achète plus, donc je stocke plus, donc j'ai plus de créances clients, plus de dettes fournisseurs. Tout ça probablement va entraîner une variation du BFR. Et quand je dis variation, plutôt, excusez-moi, dans ce cas-là, une augmentation du BFR. Et c'est là où il va falloir faire attention à la façon dont est présenté l'énoncé, sinon vous émettez une hypothèse. Et là, le premier cas, c'est l'énoncé qui vous dit l'investissement que l'on va faire entraîne une augmentation du BFR de tant d'euros, de 100 000 euros, 500 000 euros, enfin peu importe. Dans ce cas-là, il n'y a que l'année en début, c'est-à-dire, on en reparlera tout à l'heure, l'importance des numéros des colonnes et de l'intitulé des colonnes. Donc à ce moment-là, vous le mettrez dans la colonne 0 en début, puisque par convention, et sauf avis contraire de l'énoncé, toute augmentation du BFR doit être financée dès le début de la période. D'accord? C'est bien clair. Ça, c'est si l'énoncé vous dit l'investissement devrait, ou les investissements devraient entraîner une augmentation du BFR de tant de milliers d'euros. Ensuite, il y a l'autre cas qui est plus fréquent, évidemment, et plus près de la réalité, c'est lorsqu'on vous dit le BFR représente X% du chiffre d'affaires. Alors, soit présenté sous la forme X% du chiffre d'affaires, 10%, 15%, soit ce qui revient au même, parce qu'on peut toujours le ramener à des pourcentages, on vous dit le BFR représente 90 jours de chiffre d'affaires.
D'accord? Donc, entendez 90 jours de chiffre d'affaires annuel. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le BFR est égal à 90 divisé par 360. On est d'accord? D'accord? 4 fois 9, 36. Un quart du chiffre d'affaires annuel. Ça, attention. Il faut faire attention parce que, évidemment, si on vous dit ça, vous devez vous méfier parce que probablement qu'à part, on va vous dire en annexe 12, tout petit, d'accord, page 32 de l'énoncé, que le chiffre d'affaires évolue d'année en année. D'accord? Faites-y attention. Alors on va vous parler soit de quantité qui bouge, soit de prix qui bouge, soit les deux, enfin, etc., etc. Ça veut dire que, évidemment, le BFR, comme il est en X% du chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires bouge, le BFR bouge. Évidemment, vous ne me financez que la variation du BFR à chaque fois. Vous ne refinancez pas, je vous l'ai déjà expliqué avec le cours sur le choix des investissements, vous ne refinancez pas en entier le BFR à chaque fois. D'accord?